Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Et oui, ne vous est-il jamais arrivé de douter de vos orientations professionnelles ? De vous lever le matin sans passion et de vous sentir piégé ? #orientation professionnelle éclairée, c'est le podcast qui va vous faire partager le quotidien de personnes aux parcours différents, avec des récits singuliers, passionnants et ouverts à tous. Alors tendez l'oreille, ici c'est Ho. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume. Ce jeune homme de 24 ans est rentré dans la vie active à la suite d'un BTS Aéro, donc études réalisation d'outillage, et d'une licence pro qui l'ont mené à être chef de projet robotique industrielle. Il a aussi travaillé à l'étranger pendant 1 an et demi avant de revenir en France il y a quelques mois et d'être technicien méthode dans une entreprise de luminaires de luxe. On parle souvent des métiers tels que policier, maîtresse, médecin, architecte, mais qu'en est-il des autres ? Les oubliés aux noms barbares dont on ne comprend pas toujours leur signification. Nous parlerons aussi dans cet épisode d'un sujet douloureux mais important, le harcèlement scolaire. Loin d'être anodin, si vous en êtes victime, peut-être que l'expérience de Guillaume va vous aider à vous protéger ainsi qu'à mieux gérer la situation. Ce sujet est important car il faut transmettre aux jeunes des valeurs de tolérance, de partage et de liberté. Ne faites jamais ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Ne vous laissez pas non plus démolir car la vie est encore longue et belle. Voici son témoignage. Bienvenue dans notre podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire l'âge que tu as et même pas la formation, mais le métier que tu exerces du coup ? Je m'appelle Guillaume, Ouais. j'ai 24 ans et donc je suis technicien méthode dans une entreprise où on fabrique des luminaires. Alors ça veut dire quoi, technicien méthode ? Technicien méthode, alors il y a plusieurs choses pour un technicien méthode. Donc pour ma part, en fait, je fais de la qualité. Je suis en relation avec les clients, les fournisseurs. Donc dès qu'il y a un retour, une pièce du luminaire qui a cassé ou qui a un problème de peinture, quoi que ce soit, donc c'est moi qui dois intervenir, donc savoir d'où vient le problème et voir avec les personnes de l'entreprise s'ils ont eu un retour ou quoi que ce soit, un problème quelconque. Est-ce que du coup ça peut avoir des répercussions sur toute la chaîne ? Totalement. C'est ça. On peut partir de la peinture et puis derrière au montage en fait que rien se monte. Ah oui, donc Voilà. ça peut poser des problèmes. Et toi t'es là pour remédier à tout ça ? Voilà, je remédie à tout ça niveau qualité, je fais de la conception aussi. Donc, Tu fais quoi au juste ? Donc ça dépend. Ça dépend, je peux être amené à faire des modifications sur certaines lampes, suspensions, tout ce qui est type luminaire, ou bien faire de la création. Donc des nouveaux modèles pour des groupes qui vendent pour les maisons. Voilà. Donc un peu comme un designer produit pour les luminaires, quoi, un peu dans C'est cette ça. branche-là. Voilà. Ok. Bon bah du coup, mais qu'est-ce qu'on fait comme étude pour en arriver là ? Eh ben on va remonter un petit peu en arrière si tu veux bien. Est-ce que on peut remonter peut-être au niveau du collège ? On va partir de là. Si tu peux commencer, je sais pas, tu préfères que je te pose une question ou t'as de quoi commencer pour discuter Le collège, c'est à partir de la 4e en fait où je me sentais plus comme il fallait dans un parcours classique, on va dire. Donc avec mes professeurs et puis le directeur de l'école où j'étais, donc ma mère était présente aussi. On a vu pour une école professionnelle, parce que moi j'avais plus tout ce qui était concret. Et donc j'ai intégré une école en 3DP6, avec 6 heures de découverte professionnelle. Et donc j'ai pu découvrir les métiers du bois, de la métallerie, mécanique et puis électronique. Et puis moi ce qui me plaisait le plus, comme mon grand-père avait fait des études dans la mécanique, c'était plus mécanique pour moi du coup. Ouais. Donc pendant cette année en 3e, j'étais plutôt intéressé par la mécanique. Et ensuite je me suis lancé dans un bac pro technicien d'usinage. Dans ce lycée. T'as toujours continué dans le même lycée ? T'étais à Lyon, du coup, t'étais dans quel lycée ? J'étais au lycée Lamache. Il est où celui-là ? Lyon 8. D'accord, ok. Juste en face de la Martinière. Ok. Tu disais tout à l'heure que voilà, t'avais eu
peut-être des petits soucis et que ensuite tu avais choisi en fait de faire une 3DP6. Oui. J'aurais une première question, c'est quels ont été tes petits soucis, si tu veux lui en parler. Petit souci, premier souci que les cours m'intéressaient plus tant que ça. C'était vraiment apprendre pour apprendre, et puis le jour du contrôle, c'était recracher sur la feuille ce qu'on avait appris, et c'est pas du tout mon truc. C'est vraiment, il faut que j'apprenne quelque chose. Et c'est de l'apprentissage. Voilà, il faut que ça soit une chose qui me serve, c'est pas j'apprends et puis après je vais oublier. C'est pas du théorique, c'est du pratique, toi, qu'il te fallait. Oui, c'est vraiment de la pratique. J'adore pratiquer. Dans mon travail, je suis dans le bureau, mais je peux être amené aussi à aider dans l'atelier quand il y a des problèmes. C'est moi qui interviens, et pareil pour les premiers de série, c'est moi qui m'en charge. Ok. Et du coup... Oui, il y a eu d'autres problèmes aussi. Du coup, du harcèlement. Du harcèlement, donc de la 6e jusqu'en 4e. Donc harcèlement, c'était des insultes par rapport... j'avais de l'acné. Donc j'étais sous traitement pour l'acné, que j'en ai moins. Et... Si on peut dire le nom du traitement, je pense que ça peut être important. Oui. Je l'ai oublié, mais... Ouais, la Roaccutane, du coup. Voilà, le Roaccutane, qui est très, très costaud. Donc, on est suivi par un médecin tout le long. Et donc, en fait, les gens se foutaient de moi donc, par rapport à l'acné. Après, ça a été sur mon physique. Et puis après ça a été avec de la violence. Ça a été de plus en plus avec de la violence, pendant les cours de sport, à me frapper, faire des allusions par rapport à moi, des choses que quand on est adolescent, on retient souvent. Et quand c'est tous les jours, en fait, on a toujours cette boule au ventre d'aller au collège. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'avais pas de contact avec les personnes. J'avais juste mon meilleur ami qui était toujours avec moi. On était dans des classes différentes. Et il me soutenait toujours. Tous les week-ends, on se voyait. Et il était toujours là à m'aider, à pas que j'aille plus bactère. Mais c'est très difficile. Quand on a, en fait... on sait pas à qui s'adresser. Exactement, on sait pas à qui s'adresser. Pareil de ce problème, c'est vraiment on se dit maintenant, avec l'âge, on se dit j'aurais pu en parler à ma mère tout de suite. Mais en fait, c'est comme une honte. C'est comme une honte, et de se dire j'ai un problème et je sais pas quoi, alors qu'en fait, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, c'est juste que je sais même pas si c'est dans le système maintenant, mais le harcèlement. On n'en parlait pas avant. On n'en parlait pas avant et on commence à en parler. Mais c'est vrai que c'était mal vu. Donc, c'est compliqué. C'est une question qui est assez délicate parce que c'est vrai que le harcèlement, ça mène beaucoup d'enfants et de jeunes ados à commettre des actes irréversibles. Donc, c'est déjà une grosse question dans le système scolaire, notamment, qui revient maintenant fréquemment. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'est vrai qu'on en parlait moins. T'as pas tort, c'est quelque chose qui a pris plus d'ampleur, et heureusement, parce que, pas qu'il y ait plus d'harcèlement, mais qu'on en parle plus, parce que ce qui est important maintenant, c'est de délier les langues et de savoir à qui s'adresser. Et comme toi, tu disais, on sait pas à qui s'adresser. Donc toi, tu t'es adressé à qui? Comment ça s'est passé? À mon meilleur ami. J'avais que mon meilleur ami sur qui je pouvais compter. T'as jamais voulu t'adresser à des gens du type tes profs, professeur principal, CPE, parce que mine de rien, les CPE servent à ça au départ. Ils doivent servir à ça, mais on a l'impression que certains, ils font leur travail, puis c'est tout, ils s'occupent pas tellement. On peut avoir des CPE qui sont plutôt cool et qui vont prendre ça à la légère, dire mais c'est de l'amusement, et en fait ils voient pas ce qu'il y a derrière. Et moi ça allait vraiment petit à petit jusqu'à en 4e, ça a été vraiment de plus en plus fort ce que je vivais,
c'est vrai que certaines fois, on arrive à penser à des idées noires, très noires. Et déjà, d'en penser à là, c'est vraiment qu'on souffre. Ouais, c'est vraiment qu'on arrive à un stade où c'est difficile. Surtout que tu prenais Roaccutane en même temps. Oui. Donc Roaccutane qui a des effets secondaires assez c'est hallucinant, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, c'est... Après, c'est notre avis, mais c'est aussi ce qui se dit beaucoup. Chacun est en droit de penser ce qu'il veut, mais Roaccutane reste quand même un traitement très lourd, qui a des incidences aussi bien sur le physique que sur le mental. Ce qui peut mener aussi à des cas de dépression et des choses comme ça. Donc, ça n'a pas dû aider. Non, ça aidait pas. C'est compliqué parce que déjà les gens, les personnes de ma classe, voire même après ça a été le collège, se moquent de moi. Après, donc, il y a eu les violences. Donc, arrivé aux mains, quand ils sont 2-3 sur nous, on peut rien faire. C'est sûr. Rien faire, ils sont supérieurs, donc on est un peu à la tête de turc, la victime, comme il disait. Voilà. Les surnoms, puis heureusement qu'il y a des personnes au fur et à mesure qui ont vu ce qui se passait. Je pense que ma prof principale a senti qu'il se passait quelque chose. Elle m'a aidé, comme après le directeur aussi. Il a vu que quelque chose n'était pas normal, comme je lâchais tout. J'avais plus envie de réviser. Tes notes, elles sentaient qu'elles descendaient. Voilà. Ils ont senti qu'il y avait eu un problème. Exactement. Les cours m'intéressaient plus. J'allais en cours, je devais y aller, j'écoutais, mais après aller à la maison, j'allais pas me remettre dans les cours, j'avais l'impression d'être à l'école et de revivre toute la journée que j'ai eue. Et ça, je voulais pas. C'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était ce qu'on se disait un petit peu avant en off, mais il y a 10 ans, on n'avait pas Instagram, on avait peut-être un petit peu Facebook. Moi, je me souviens, je crois que j'ai eu Facebook à 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc, en fait, il y avait peut-être moins de réseaux sociaux et moins le moyen des personnes, en tout cas des personnes qui t'harcèlent, de faire pression encore après l'école, quoi. Ça s'arrêtait au moins. Enfin, au moins. Sauf s'ils avaient le téléphone. Voilà. Oui. Après, c'est vrai que les téléphones étaient déjà là, on va pas se mentir, on n'est pas non plus pas les smartphones, mais... Ouais, on avait des vieux téléphones à clapet avec les grosses touches, mais bon, des SMS, c'est déjà pas mal, ou même des appels, c'est déjà assez... C'est assez difficile à vivre. Oui. Et toi, maintenant que tu as un petit peu de recul sur tout ça, parce que entre-temps, tu es devenu adulte. Donc, entre-temps, voilà. S'il y avait des jeunes qui, comme toi, là, à l'heure actuelle, étaient victimes d'harcèlement, quel serait le conseil que tu aurais à leur donner ? Déjà, de ne pas avoir honte de la situation. Et c'est pas normal ce qu'ils vivent, de se faire harceler, ça devrait pas être normal. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus courant. Parce que c'est vrai qu'on commence à en parler déjà à la télé, qu'il y a des choses qui ont été mises en place, mais je trouve encore que c'est pas assez. C'est pas assez puisque je pense, je le vois pas, mais il y a toujours des personnes qui doivent se suicider. Ça arrive quand même, peut-être dans certains pays plus couramment que d'autres, mais c'est vrai que les suicides d'adolescents victimes d'harcèlement, c'est pas quelque chose qui n'arrive jamais. C'est pas à prendre à la légère. Donc c'est vrai, il faut en parler avec une personne de confiance, un meilleur ami, un oncle, un professeur avec qui on s'entend bien, parce qu'on peut s'entendre très bien avec un professeur. Ses parents. Voilà, les parents aussi. Il faut savoir que les parents, c'est pas parce que c'est nos parents qu'on peut pas tout leur dire. Au contraire, il faut leur dire dès qu'on se sent pas bien, qu'ils sont là pour nous aider. Pour nous protéger. Exactement. Protéger, nous aider, et puis nous aider à avancer aussi. C'est eux qui veulent qu'on aille le plus loin possible. Et si on nous touche, ils veulent nous protéger, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que moi, oui, j'en suis arrivé. Donc, comme je l'ai dit, des idées noires, j'ai jamais pu passer à l'acte, j'ai jamais pu. Mais prendre, un couteau
essayé de s'ouvrir les veines, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Mettre la lame du couteau, ne serait-ce que sur la peau, j'ai arrêté. Je pouvais pas. Je pouvais pas, et en fait, j'avais une voix qui me disait ça serait les laisser gagner. Ouais. Ça serait les laisser gagner. Et même que ça soit inconscient de leur part, mais non. Donc j'ai continué à me battre. Et c'est vrai que quand j'ai changé de collège, que je suis passé dans un lycée, du coup, je me suis senti largement mieux. J'étais avec des personnes du coup qui étaient... Donc, en troisième, on était les plus jeunes. Ouais. Et nous, ça allait jusqu'au BTS et on était souvent en relation avec ceux du BTS. Et c'est vrai que ça changeait de l'environnement où j'étais avant. Ouais, et tant mieux. Oui, tant mieux. Tant mieux. C'est grâce à ça aussi que j'ai pu relever la tête. Ouais, et comment ça s'est terminé cette histoire, si on peut... L'histoire, ça s'est terminé que la personne qui me harcelait pendant un cours de sport est venue vers moi, donc seul cette fois parce qu'il était toujours accompagné, et donc on s'est battu. Ouais. On s'est battu et jusqu'à ce que le prof arrive. Donc on a été mis de côté tous les deux. On a été donc convoqués par la prof principale et on a dû en discuter de ce qui s'était passé, puisque c'était pas normal d'en arriver à ce point-là. Mais quand on subit tout ce qu'on a et que derrière c'est se lâcher en fait. Ouais. C'est se lâcher en fait, on peut pas se contrôler. Je me souviens que j'ai l'impression de pas être moi-même. Ouais, c'est la colère qui a pris le dessus. Exactement. C'est que les coups que j'ai ramassés, je les sentais pas. Ouais. Je les sentais pas et je voulais vraiment m'affirmer. Ouais. Et en fait, la personne qui était amie avec tout le monde, du coup celle qui m'harcelait, a fait passer le message que par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais. Et en fait, ça s'est propagé dans tout le collège et à la fin, ça a été tout le collège qui s'attaquait à toi. Voilà. C'était encore pire en fait. Donc, ça a été pire. Ça a été pire. Donc c'est pour ça que là maintenant, je vois les choses autrement. Mais c'est vrai que peut-être d'en avoir parlé avec un professeur, ma mère, un oncle, une personne de confiance, ça aurait pu changer les choses. Et quand ta mère elle a été au courant du coup de cette affaire-là? Vers la fin 4e. Ouais. Donc ma mère a fait une main courante. Ouais. Et en fait, ça a encore empiré les choses. Parce que les personnes ont été au courant. Les parents ont appelé ma mère et ne comprenaient pas pourquoi ma mère faisait une main courante. Ce qui est totalement normal, c'est de protéger son enfant. Et c'est ce qu'elle leur a dit. Elle leur a dit, mais si c'était votre enfant qui était à sa place, vous feriez quoi? Et les gens ne répondaient pas. Ouais. C'est ça en fait, de se dire que même eux-mêmes, les parents des personnes qui harcèlent, ils ne savent pas quoi dire. Et je pense que même les personnes qui harcèlent, les parents doivent en parler avec eux, leur faire comprendre que c'est quelque chose qui est pas bien. On peut se moquer d'une personne, mais pas pendant... Ouais, et encore, c'est délicat. C'est délicat, il y a des personnes qui vont pas bien le prendre, qui sont trop sensibles. Exactement, c'est pas normal. Ouais. J'étais très sensible et je l'ai très mal vécu. Il y a d'autres personnes qui s'en foutraient totalement. Il y a des gens aussi qui font mine de s'en foutre et puis finalement non, et ça les affecte d'autant plus parce que du coup et je pense que c'est celle-là qui celle-là qu'il faut prendre vite en considération et vite voir ce qui se passe parce que c'est celles qui sont le plus à même à passer à l'acte après. Et la vie est devant soi et le collège malheureusement, c'est ce que je pense et je vais le dire honnêtement, c'est un des caps les plus difficiles à passer de la scolarité parce qu'il y a déjà quelque chose qui fait qu'on
on est là en train de se comparer aux autres tout le temps. C'est des questions de physique, de comment tu t'habilles, de qui sont tes parents, de quelle profession font tes parents, des choses comme ça. Et il y a une grosse ouais, c'est ça, on est vraiment catégorisé. Voilà. Et arrivé au lycée, mais tout change. Ouais. Il y a une vraie libération, et encore que, arrivé en post-bac et dans la vie active, l'image qu'on a, vraiment, elle est différente. C'est vraiment un mauvais cap à passer le collège, et il faut pas se laisser abattre parce que ça dure qu'un temps, et il faut se tourner vers les personnes qui sont à même de vous protéger, et puis s'en sortir, c'est aussi avoir une belle vie après, parce que ça s'arrête pas là, en fait. Exactement. Parce qu'il faut se dire que la vie est longue. C'est vrai. Et la plus belle des réussites, c'est de se dire j'ai pu surmonter ça. C'est ça. Et c'est vrai de se dire qu'on surmonte des choses comme ça nous rend plus fort. On est bien d'accord. Plus fort, et dans la vie active, ça sert aussi. Ça forge en quelque part, parce que ça a beau être un moment difficile qu'on vit très mal, mais plus tard ça en devient une force. Oui. On est assez d'accord sur ça. Même si le mieux, c'est de ne s'être jamais fait harceler, ni d'harceler personne. Voilà. C'est important si personne n'aimerait être à la place de si on peut, c'est un peu délicat de dire ça, de la victime. Personne n'aimerait être à sa place, donc autant ne rien faire de mal. Exactement. Bon, on va rebondir un petit peu, du coup. Donc, t'as des P6... si jamais il y avait des jeunes qui aimeraient aller en DP6, qu'est-ce que tu aurais à dire en termes de conseils, pourquoi c'est bien, ce que tu penses? C'est bien, je pense, pour les personnes qui savent pas quoi faire encore. Parce que c'est vrai, au collège, on va dire qu'ils nous disent, voilà, vous pouvez faire avocat, médecin, policier, des métiers qu'on connaît tous. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Et qui se disent je vais aller dans tel corps de métier ou tel corps de métier, puis je vais voir si ça me plaît ou pas. Alors qu'en fait, ils devraient aller voir aussi dans des filières professionnelles. C'est pas une honte d'aller dans une filière professionnelle. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà, exactement. Moi, c'est vrai que quand je suis allé en professionnel, j'ai dit j'ai l'impression que je suis en train de chuter. Puis au final, non. Bien au contraire, on ne chute pas en fait, c'est juste une voie différente. Il faut savoir qu'en Allemagne, la voie professionnelle, c'est celle qui est le plus répandue et qui est choisie pratiquement par un très bon pourcentage des étudiants. Ouais. Et en fait, on découvre plein de métiers avec la 3DP6. Donc moi, j'ai découvert les métiers du bois, les métiers de la métallerie, la mécanique, l'électronique, donc ces 4 domaines. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, on voit, quand on se dit déjà la mécanique, on est sur une machine et on appuie sur un bouton, non, il n'y a pas que ça. Ouais, ça va plus loin. Exactement, en fait, il y a tellement de métiers derrière, on pourrait en parler pendant des heures. C'est vrai, il y a l'opérateur tout simple qui est sur la machine et qui appuie sur le bouton, mais derrière, il y a d'autres postes qui sont vraiment intéressants. J'ai pu voir des postes, même dans ma carrière professionnelle, qui sont vraiment intéressants. Parce que... T'as des exemples ? Oui. Vas-y. On peut passer de la personne qui appuie sur un bouton, tout simplement. Il peut passer, s'il s'y connaît bien, au bout d'un moment, il peut passer technicien régleur. Et un technicien régleur, c'est juste qu'il va programmer la machine pour la personne. Et en fait, il va faire le programme pour fabriquer une pièce. Et rien que ça, déjà, il y a des personnes fabriquer une pièce, par exemple, un téléphone, en fait, on se croit là. Le téléphone, c'est en un. On n'a pas besoin de le construire. C'est en un, mais en fait, non. Pareil pour les moteurs de voiture. Moi, ça a été mon domaine pendant longtemps. Ouais. Et c'est vrai, on se dit, un moteur. C'est un moteur tout en un, quoi. Il y a rien, il y a le moteur, et puis voilà. Et il y a des personnes qui s'intéressent, et on voit que déjà, il y a énormément de choses à faire. Et on peut monter facilement à être chef d'atelier si on se donne les moyens. C'est pas de se dire je regarde et puis c'est tout. Non, il faut se donner les moyens aussi. Ouais.
c'est pas voilà, filière professionnelle. Ouais, je me laisse porter, voilà, quoi. Je me laisse porter, ça va me mener quelque part. Voilà, non, faut s'en donner les moyens. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai retrouvé le goût à ça, à se donner les moyens d'étudier, et j'ai continué. Et on fait quoi, du coup, après une 3DP6? Le bac pro, du coup. Ouais. Donc, ça se passe comment Alors, automatiquement, moi, dans l'école où j'étais, donc j'ai fait un CAP BEP. Ouais. Donc, que j'ai réussi. Donc, c'est pas la mer à boire comme diplôme. C'est un avant-goût. Oui, après, il y a des difficultés, ça dépend de comment on se positionne, mais voilà. c'est vrai que chaque diplôme a ses difficultés. Du moment où c'est un diplôme, de toute manière... Exactement. Donc c'est vrai, bon, toutes les filières professionnelles, maths, sciences, français, ça changera pas. Mais on a en plus, en fait, le domaine qu'on choisit. Ouais. Moi, ça a été la mécanique, donc... apprendre à se servir d'une machine, la démarrer, faire une pièce, faire un programme, et à la fin donc du bac, je savais faire tourner une machine seule, faire un programme, faire de la conception derrière, utiliser les outils, calculer des vitesses, et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Donc, du coup, t'as ton CAP, puis ton BEP voilà. à la main, donc ça fait que tu as ton bac pro. Non, ou après il faut encore continuer. Il y a encore un an. Donc il y a encore un an. Donc c'est quoi les cours Toujours pareil. Toujours pareil. Donc t'es sur la même lignée, tu gagnes juste des diplômes voilà. au fur et à mesure. C'était exactement ça. Donc CAP c'est en combien de temps? C'est avec les 3 ans du bac pro. Donc avec les 3, donc une année de CAP, une année de BEP et puis une année pour le valider le bac pro. BEP en fait c'est le même niveau. D'accord, ok. Parce que je t'avoue que ça aussi, j'ai encore du mal à tout comprendre, parce que quand on n'est pas passé par ce domaine-là, on sait jamais. Donc tu fais CAP, BEP en 2 ans. Enfin, c'est soit CAP, soit BEP, mais c'est CAP, BEP. Ok. Là où j'étais, c'était un CAP à l'équivalent du BEP et vice-versa. Ok. Donc t'as finalement au bout du compte ton bac pro. Et ensuite, tu fais quoi après ton bac pro? Le bac pro en poche, donc... certains de ma classe décident donc, de se lancer dans la vie active. Ouais. Quels sont les métiers qu'on peut avoir après? J'ai des amis qui ont été techniciens régleurs. Ouais. D'autres responsables d'atelier. Ouais. Et bon, certains qui s'en sont pas donné les moyens, c'est vrai, ils ont été sur une machine et voire même, on sait pas. Ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire encore. Il y a des personnes, c'est comme ça, je sais pas. Ouais, pour l'instant, ils n'avaient pas encore trouvé leur vocation. Voilà, c'est des personnes qui se disent je vais faire ça, et à la fin, non, ça me plaît pas, et ils se relancent sur une autre voie, ce qui peut être bien pour eux. Ouais, moi je pousse aussi au fait de se dire que tout est expérience et que rien n'est non plus gâché. On ne gâche pas des années de vie, non, au contraire, on gagne en expérience. Exactement. Et puis on affûte notre regard et on va vers ce vers quoi on a envie et ça nous forge. Donc du coup, toi, après ton bac pro, tu fais un IUT. IUT quoi? Génie mécanique productique. Ah oui, donc c'est un nom barbare un peu. Oui. C'est... après, on choisit à faire une école d'ingénieur derrière ça, ou pas. Ouais. Et donc, faut savoir que la vision que j'ai moi, et je pense que c'est vrai, les bacs pro sont très mal vus dans les universités. D'accord. Je sais que quand ils ont fait l'appel, je m'en souviendrai toujours, à l'université, donc on était 140 à peu près. Quand ils ont fait appel, on n'était que 2 en bac pro. Ouais. Et donc tout le monde sortait de bac S. Voilà. Ce qui est là, le bac S, la voie rêvée. C'est la voie rêvée de tout le monde, on va dire c'est l'élite. Mais c'est vrai que quand des personnes, on nous appelait bac pro, qu'on répondait présent, on était catégorisés. Malheureusement, c'est un peu... à l'heure actuelle, il y a vraiment un débat sur ceux qui auront fait un bac pro et ceux qui auront fait un bac général. De se dire, ils ont moins les capacités. Après,
c'est différent parce qu'on n'apprend pas les mêmes choses. Exactement. Donc, il n'y a pas de moins ou de plus. En fait, c'est juste que les domaines qu'on étudie ne sont pas les mêmes et que pour les bacs pro, il y a un apport pratique qui est pas négligeable. Alors que pour moi, personnellement, en parlant en connaissance de cause, avoir fait un bac général, on n'a que de la théorie. Hein. Donc, voilà, pour le coup, c'est complètement différent et les deux sont au même niveau, mais avec des savoirs différents. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. C'est ça. Puis même les profs qui nous enseignent en bac pro, c'est des professionnels. Donc c'est des personnes en fait qui sont enseignants, mais aussi qui ont un travail derrière. Et on a de la finance, parce que c'est vrai que au collège, même le lycée en général, je sais pas si on nous apprend la finance, mais... un petit peu en bac économique et social, mais c'est pas non plus... pas folichon. Hein. Enfin, bien sûr qu'on voit l'économie, mais voilà. Oui, parce que je pense déjà une personne... Savoir lire sa fiche de paie. Ouais, faut déjà comprendre. C'est sûr, c'est pas facile. Et rien que au bac pro, on nous apprenait ça. Savoir lire une fiche de paie, pas se faire avoir par rapport à telle ou telle chose dans les termes des finances, apprendre où aller et faire les bons investissements. Ouais. Ça dépend après des profs sur qui on tombe. Je sais que j'ai eu un prof... excellent en économie et je suis toujours en contact avec lui, qui est adorable. Ouais. Et il est avec tous ses élèves, il donne des conseils parce que lui il est père de famille et tous ses élèves c'est vous faites comme ça, faut pas faire comme ça parce que si vous faites dans ce sens-là vous allez vous ramasser. En fait il parle vraiment comme s'il l'a vécu. Ouais. Donc il sait de quoi il parle, c'est bien ce genre de prof, parce qu'il y a une vraie vocation, et les lâchez pas ce genre de prof, parce que vraiment c'est ceux qui vous apportent le plus, parce que quand ils sont là parce qu'ils aiment leur métier et pas juste pour un... C'est des personnes qui font avancer énormément. Ouais, c'est ça. Souvent on a beau parfois un petit peu cracher sur les professeurs, machin, il y en a certains, ils valent le coup, hein. Ça vaut le coup d'aller dans leur cours. Oui, ça c'est vrai, je le reconnais. Ouais. Du coup, dans cette IUT génie mécanique productique, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les cours qu'il y avait, comment ça s'est passé Alors là, ça a été surtout de la théorie. Ouais, donc toi, ça t'a changé du tout. Il y avait de la pratique. Ok. Il y avait de la pratique, mais quand j'ai vu la pratique, je me suis retenu de dire que c'était des grosses conneries. Sortant d'un bac pro, pour moi, ça a été une catastrophe. Quand je voyais la pratique, ça m'a choqué sur certains points. Puisque pour la soudure, les casques, ils marchaient pas. Donc on a un élève qui est parti à l'hôpital parce que... Ah oui. Oui. T'étais dans quelle école ? J'étais à l'UT de Saint-Étienne. D'accord. Voilà. C'est toujours bon de savoir où est-ce que c'est dans ces Exactement. Mais voilà, après, faut savoir que quand on veut faire une pièce sur un matériau brut, on serre à fond pour pas qu'il puisse sortir, qu'il parte quelque part. Ouais. Et le prof que j'avais, il disait à tout le monde... ne serrez pas à fond. Ne serrez pas à fond, faut juste le mettre en contact. Et donc moi, je suis intervenu, j'ai dit non, faut vraiment serrer à fond parce que si vous prenez temps, la pièce risque de partir dans notre figure. Et puis il a dit non, je sais ce que je fais. Donc, prof tout puissant face à l'élève inculte, comme souvent. L'univers de l'université. C'est ça, l'univers de la scolarité. Voilà. Malheureusement, bien que les élèves aient beaucoup à apprendre, mais ce sont pas des sombres crétins non plus. Mais du coup, moi je lui dis écoutez, moi je me mets de l'autre côté, mais je viendrai pas vers vous. Puis en fait, dès qu'il a lancé la machine, la pièce, elle est partie. Elle est partie, mais bon, la vitre n'a pas cassé, mais elle a brisé la vitre. Ah oui. Donc voilà. Et puis le prof s'est dit derrière, je sais pas ce qui s'est passé. Oui. Voilà. Là, pas avouer sa faute et plutôt de se cacher derrière c'est un malentendu. Exactement. Okay. Exactement. Mais donc j'avais des cours de communication. Donc apprendre la communication avec les clients, les fournisseurs, même s'exprimer avec les personnes qu'on va côtoyer tous les jours.
Donc, parce que on peut être amené, on sait pas, à présenter un projet devant X personnes qui a telle ou telle importance, et il faut savoir déjà à qui on parle et comment l'intéresser. Parce que si on sait pas à qui on parle et qu'on l'intéresse pas, ben on vous écoute pas. Voilà, on n'écoute pas et puis ça avancera pas. Je vois. Du coup, comment on fait pour rentrer en IUT ? C'est sur dossier. C'est sur dossier. T'es passé par une plateforme type APB ou admission post-bac ? Oui. C'est ça, donc du coup, t'es rentré sur dossier. Il y avait un entretien, quelque chose, un concours ? Non, juste le dossier. Voilà, il y avait juste le dossier et donc j'ai été accepté. Et il y en a un IUT génie mécanique productique, j'adore dire ce mot, à Lyon ou il y avait exclusivement... Pourquoi t'avais le choix de Saint-Etienne plutôt que Lyon ? Non, j'avais choisi Lyon, mais ils m'ont refusé. Ah, ok, donc c'était plus un choix par dépit finalement. Voilà, ça a été mon deuxième choix et j'ai dit bon, je vais aller à Saint-Etienne. Ouais. Donc je faisais les trajets tous les jours. Ah là là. Donc, en train ? Oui, tous les matins en train. Et il se trouve où à Saint-Etienne cette IUT ? À la Métard. D'accord. Je visualise un peu pour avoir fait une année à Saint-Etienne. Dans les montagnes. Ouais, ok. Ça grimpe bien. Oui. Du coup, comment ça s'est passé ? Enfin, t'as aimé, t'as pas aimé En général, j'ai pas aimé. T'as pas aimé ? Il y a des cours qui sont bien, mais d'autres, non. Ça me prenait la tête. C'était, par exemple, mécanique générale, enfin donc vraiment la théorie pure. J'avais un prof qui était odieux. Super. Et qui, en fait, à chaque fois que je rendais une interro, il me foutait un 0 direct. Super. Donc, en plus, c'est bien de le savoir, ça donne tellement envie de réussir cette interro. J'ai dû prendre derrière un prof, une personne qui m'aide. Donc, un prof particulier ? Oui, un prof particulier. Tu l'as trouvé comment ce prof ? C'est ma mère qui a cherché. Ah, bon. Il était en école d'ingénieur. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il m'avait très bien expliqué les choses. Mais toujours les interros, je me ramassais un 0, un 0, un 0. Ouais, vraiment, il avait une dent contre toi, quoi. Voilà. Et en fait, un jour, j'ai fait 2 copies. J'ai copié mot pour mot ce que j'ai fait, ce que je lui ai rendu. Et je l'ai ramené et je l'ai montré à mon prof particulier. Ouais. J'ai eu un 0, encore une fois. Et lui, il a regardé, il m'a dit, mais t'as même pas 0 à cet interro. Ouais. Il m'a dit, T'as réussi, quoi. Non, j'avais la moyenne. Ouais, mais t'avais réussi. Ouais, t'étais pas non 10, plus un 0. Ce qui est bon, pour ceux qui sortent d'un IUT, 10, c'est une moyenne déjà. On est content d'avoir 10, surtout sur des interros vraiment techniques. Ouais. C'est compliqué. Sachant que pour pas faire peur, s'il y a des collégiens qui nous écoutent, certes, quand on est au collège, c'est toujours mieux d'avoir 15, 16, 17, même si les notes ne sont pas révélatrices de notre potentiel, je tiens à le préciser. Mais arriver en post-bac, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus difficile et on se dit déjà, si on a 10, c'est déjà bien. On est content. C'est déjà très bien. On est content d'avoir un 10. C'est vrai. Même au lycée, s'il y en a certains qui nous écoutent. Mais oui, du coup, en fait, ce prof avait une dent contre moi, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai arrêté d'aller à ses cours, tout simplement. Donc les cours principaux, je devais y aller, mais tout ce qui était amphithéâtre, j'y allais même plus. D'accord. Parce que c'était... T'as validé ton année, non, du coup ? Non, j'ai pas validé mon année. Ils voulaient me faire redoubler, donc j'avais accepté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils devaient me faire redoubler, donc fin juillet, ils m'ont dit en fait, on te vire. Très sympa. Voilà. Et quelle a été la raison ? J'avais un niveau trop bas pour eux. D'accord, donc on me dit tiens, si tu redoublais, et puis après non, non. C'est en fait sympathique cette IUT, très sympa. Voilà, c'est tu dégages. Ouais. Et j'ai pas été le seul dans ce cas-là. Et ils t'ont appelé, envoyé un mail Ils ont envoyé une lettre. Ouais, ok, de manière très détachée. Voilà. Okay. Et donc c'est vrai que il reste pas beaucoup de solutions. Non. Parce que faut trouver après une porte qui peut de secours. Une porte de secours le plus vite possible. Donc ma mère, on va dire, elle s'en est chargée, elle a appelé l'IUT. Ouais. Et ils ont dit que
j'avais un niveau trop faible. Donc j'avais démarré l'année avec un 7 de moyenne. Il m'avait dit si tu arrives à remonter vers les 9-10, tu continues comme tous ceux qui sont comme toi. Et je suis remonté pratiquement à 9,5-10. Ouais. Et ils m'ont dégagé quand même. Ouais, sachant que d'autres personnes à 9 ont réussi à passer. Donc c'est vrai que on n'est pas content, on se dit il y a du favoritisme. Ouais. Tu penses que c'est par rapport au bac ou c'est par rapport à... Oui. Ouais, tu penses vraiment que ça a à voir avec ça? On n'était que 2 à être en bac pro et on a été 2 à être dégagés. D'accord, donc ça pose question un petit peu. Mais d'autres personnes, oui, il y en a qui foutaient rien et ils ont été dégagés, ce qui était logique. Mais même qu'on leur montrait qu'on en voulait, c'est catégorisé. Malheureusement, enfin, je vais peut-être parler, et ça ne tient qu'à moi, n'attaquez pas Guillaume sur ce sujet-là. Mais je pense qu'on a beau dire en France, il y a un système méritocratique, je suis pas certaine ni très d'accord avec ce sujet-là. Bien que, certes, travailler, ça amène de bonnes notes, de bons résultats, etc. C'est bien vrai peut-être au collège, ne serait-ce qu'au lycée aussi. Arriver en post-bac, ce qui va être plus difficile, c'est... je saurais pas comment dire. C'est qu'on aura beau travailler. On va se ramasser certaines fois des tours. Voilà. Ça sera pas de notre faute. Il faudra pas se prendre ça comme une défaite. Et faut savoir accepter. Faut savoir l'accepter. Et c'est là où peut-être certaines personnes se prennent vraiment un mur quand on arrive en post-bac en se disant j'ai travaillé, je comprends pas, je devrais y arriver. Ouais, mais non, parce que peut-être que c'est pas votre vocation, peut-être que c'est pas ce qui vous plaît, et du coup c'est un peu plus difficile de s'y mettre et puis d'être pleinement dedans. Choisissez toujours ce qui vous plaît avant la difficulté du diplôme, avant les cours, etc. Faut vraiment choisir quelque chose peut-être qui vous correspond plus, et c'est peut-être pas le cas de ton IUT, du coup c'était pas ce qui te correspondait le plus. Non, pas du tout. Alors pour te retourner, on t'a fait appel à mes connaissances. Ouais. Donc j'avais un ami qui faisait un BTS Aéro, donc études et réalisation d'outillage. Ok. Donc toujours en mécanique, et dans le domaine mécanique, les BTS Aéro, c'est en fait, on va dire, l'élite. Ça a été l'élite parce qu'en fait, c'est des personnes qui doivent savoir tout faire. La conception, l'usinage, ils doivent connaître tout par cœur. Ok. C'est vraiment, on nous apprend tout, et malheureusement, j'ai été accepté. Normalement, c'était sur dossier. J'ai pas eu d'entretien, rien. Ouais. Ils m'ont contacté, donc une fois qu'ils ont vu mon dossier, ils m'ont dit il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de passer les examens, vous avez un excellent niveau. Puis on a été en contact avec votre lycée professionnel et on vous prend tout de suite. Ah oui. Oui. Et ça a été en fait le BTS Aéro, j'ai été la dernière promotion, comme l'État français a supprimé ce BTS. Ah mince. Parce qu'on était un peu plus d'une quarantaine en France. Ah oui, vous n'étiez pas beaucoup à postuler pour ce BTS-là. D'accord. Donc ils ont décidé de fermer, ce qui est dommage. Ouais, et tu sais s'ils ont ouvert un autre type de diplôme? Ils ont ouvert quelque chose derrière, et en fait ils ont mélangé donc BTS Aéro avec le BTS IPM, donc industrialisation des produits mécaniques, ce qui n'a rien à voir. Et de ce que je sais, ça a été un peu une catastrophe. Ouais, parce qu'on ne mélange pas les chiffons et les serviettes. Voilà, en fait, il y a des personnes, ils ne savent même pas où ils sont. D'accord, ok. Donc, et c'est quoi la différence notable entre le BTS Aéro et le BTS IPM? IPM, c'est plus des personnes qui vont être à même de travailler dans un atelier, qui vont savoir se servir d'une machine, la régler tout seul, mais qui vont s'occuper de ça. Okay. Le BTS Aéro, en fait, tout simplement, on sait servir d'une machine, on sait faire les réglages, on sait la lancer, on fait de la conception, donc on étudie un outillage, moi ça a été dans le plastique, donc injection plastique, donc j'avais un projet à faire sur 2 ans, et donc il fallait déduire les coûts, les délais,
le revenu qu'on allait avoir ou pas, si c'était quelque chose pour nous ou pas. Et c'est quelque chose qui est poussé, c'était pas un BTS à prendre à la légère. Pareil pour IPM, je veux pas les critiquer, mais c'est des choses qu'il fallait pas prendre à la légère. Ok. Puisque derrière, l'examen final, c'est 2-3 heures d'oral. Ah oui, 2-3 heures d'oral. Oui, 2-3 heures d'oral devant un jury, donc un professionnel et 2 professeurs. Et les questions peuvent être vraiment... oui, voire même il y a des questions qui sont limites. D'accord. C'est des questions pièges et on se fait avoir. Pendant 2-3 heures d'oral, on dit quoi pendant 2-3 heures d'oral? On présente son projet sur 2 ans. Ah oui, donc tu as un projet sur 2 ans. Tu veux nous en parler maintenant un peu plus Tiens, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, ce BTS-là... Eh ben, mon BTS, donc, je l'ai fait en alternance. Ouais. Donc, avec une entreprise... T'étais chez qui? Cluzel. Cluzel à Saint-Bonnet-de-Mur. Ok. Et c'est une entreprise de quoi? Donc, conception et injection plastique. Ok. Donc, j'ai pu donc faire la conception, voir les différents types de logiciels qu'ils utilisent. Parce qu'il faut savoir qu'à l'école, on utilise un logiciel, et ben forcément, dans une entreprise, on va peut-être en utiliser un autre. Donc, il faut savoir s'adapter. C'est vrai. Et certaines fois, c'est compliqué, il faut connaître le logiciel, il faut l'apprendre sur le tas. Et c'est ce qu'on peut tous faire. C'est pas compliqué, il faut juste s'y mettre. Ouais. Tout simplement. Comme beaucoup de logiciels, ouais, faut s'y mettre. Et du coup, pendant ces 2 ans, donc déjà la première chose que j'ai fait, j'ai demandé au directeur ce qu'il voulait. J'ai dit, est-ce que vous voulez quelque chose qui peut servir à l'entreprise, ou c'est quelque chose que vous voulez vendre derrière. Et il m'a dit, écoute, va dans l'atelier, pose la question aux personnes qui sont dans l'atelier, parce que moi j'en ai aucune idée. Franchement, vendre quelque chose, j'ai pas tellement envie. On a les clients, on fait des prototypes, pose la question aux personnes dans l'atelier. Et j'ai posé la question à plusieurs personnes dans l'atelier. C'est vrai que la même chose est revenue, c'était quand en fait on transportait des pièces d'un outil sensible pour aller à l'injection, en fait elles tombaient par terre, il fallait toutes les reprendre derrière. Oh là là, et quand c'est au micron, c'est une pièce à la poubelle. Ouais. Donc, ça peut être facilement 100, 200, 300 euros qui partent en l'air. Super. Donc j'ai fait l'étude d'une boîte en plastique, donc assez grande et assez résistante, si elle tombe, qu'elle s'ouvre pas et qu'elle protège les pièces à l'intérieur. Super, t'as pu la monter en prototype et tout? Oui. Super. Et elle a fait la production. Waouh, félicitations. Mais il y a eu des soucis quand même. Ouais, mais c'était déjà bien parti quand même comme idée, c'est une bonne idée. Ah oui, ça a été une bonne idée. J'ai fait toutes les études dessus. J'ai été aidé aussi par le bureau d'études qui me donnait des conseils. Donc, tiens, tu peux faire plutôt comme ça ou plutôt dans ce sens-là, c'est mieux, tu verras. Là, il y a un point de fragilité, donc tu risques de casser, donc c'est pas bon. Et donc une fois que tout a été réalisé, j'ai dû aller faire injecter ma pièce en plastique avec mon outil. Donc j'avais pas de place dans mon entreprise, donc j'ai demandé à une personne de ma classe qui m'a dit il n'y a aucun problème. Et donc c'était à Valence, donc je suis allé à Valence. Ah oui, ok, donc dans une autre entreprise. Voilà, plus, donc j'ai eu la voiture d'entreprise, j'ai pu me déplacer. Ah bah bien. Et donc ils m'ont dit tu nous tiens au courant, voir si ça se passe bien. Et quand je suis arrivé, donc on a tout monté. Faut savoir qu'en fait quand on injecte une pièce, si elle sort bonne du premier coup, faut se douter de quelque chose. Ouais, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit elle est vraiment bien réglée, soit il y a quelque chose derrière qui va arriver. Et donc ils ont monté, donc ils m'ont demandé combien de pression à injecter. Donc j'avais dit il faut mettre 400, donc aucun problème. Donc 400 bars. Et donc première pièce, elle est sortie nickel. Et quand j'ai vu ça, je dis bon. C'est qu'il y a un problème. Peut-être coup de chance. J'étais avec l'autre personne de ma promotion et il a dit c'est vrai, c'est peut-être un coup de chance. Deuxième pièce,
nickel. Et troisième, on entend un gros bruit. Et là... Et il me fait, oh mais t'inquiète pas, ça se trouve c'est juste l'outil qui s'est ouvert avec la pression. Ouais. Et on ouvre l'outil, en fait, il avait fendu en deux. Ah, donc pas bon. Non, c'était pas bon du tout. Et donc en fait, le problème, c'est qu'ils se sont trompés sur la pression. Ah mince. Au lieu de mettre 400 bars, ils m'ont mis 800. Ah oui, c'est pas pareil. Du simple double, Voilà. oui, ça c'est sûr. Donc ça a pas du tout aimé. Ouais. Et donc on a tout démonté. Et pour sortir mon outil, ça a été très compliqué aussi, puisque le plastique s'est infiltré de partout. Ouais, parce que oui, le plastique, ça... Voilà. Ouais. Et en fait, là où ça avait fissuré, en fait, ça l'avait recollé. Super. Donc en fait, c'était pratiquement pas possible de le sortir. Comment on dit déjà thermotruc là, j'ai oublié, j'ai eu un cours dessus, en gros ça fond et, voilà. Et ça en fout de partout, ça se désagrège, c'est hyper bien. C'est ça. Et donc derrière, les personnes de mon entreprise ont envoyé des messages. Alors non. J'étais dégoûté, donc j'ai pas répondu. Ouais. Et je suis rentré avec mon outil. Enfin, une partie était cassée en deux, l'autre partie non. Oh, donc bon. c'était déjà bien. Ouais, t'avais un bout quoi. Et je suis arrivé, ils étaient tous contents. Et quand ils m'ont fait alors, je dis il est cassé. Et quand ils ont dit non mais tu te fous de la gueule, non. Donc derrière, ils ont vu les boîtes du premier coup qui étaient parfaites. Ils ont fait oui, c'est vrai que si elles étaient parfaites, c'était soit un coup de chance, soit ça allait merder. Ouais. Et du coup. Donc je me suis pas relâché. Derrière, j'ai voulu savoir pourquoi et où ça avait cassé. Et en fait, avec la personne du bureau d'études, on s'est penché dessus et on a réussi à déterminer que donc déjà ça a été la pression qui était trop élevée. Mmh. Et en fait, quand le plastique s'est injecté, ça a cassé sur les côtés. D'accord. Donc l'aluminium en fait s'est fendu en deux et tout en travers. Ok. Donc il y avait une sacrée pression. Ouais, c'était peut-être un peu trop. Voilà. Donc j'ai dû en discuter après avec le directeur et le responsable du bureau. T'as refait tes boîtes ou c'était bon les premières? Les premières étaient bonnes mais c'était pas suffisant. Ah. Et du coup j'en ai discuté avec le directeur, il m'a dit moi je suis ok pour refaire la partie qui est abîmée. Et on l'a refait cette fois en acier plus résistant. Donc on était sur de l'alu, il m'a dit on passe sur de l'acier. C'est pas les mêmes coups, hein? Non, ça n'était pas les mêmes coups, donc il a été vraiment adorable. Il m'a dit moi j'en ai besoin, c'est quelque chose que j'ai envie qui peut servir tous les jours. Et il a vu le potentiel du produit. C'est quelque chose qui sert, et dès que c'est quelque chose qui sert pour une entreprise, on compte pas. Non, c'est bien vrai. Et donc derrière, je me suis lancé. J'ai tout refait en 2 jours. Ah oui, chapeau. Ouais, j'ai fait des heures sup, c'est vrai. Faut pas avoir peur, mais ça valait le coup. Et puis derrière, on a injecté chez nous cette fois. Et tout s'est bien passé. Bon, on a pu même faire des pièces en couleur. Commence à s'éclater un petit peu, voilà, du coup. C'est ça, on mettait des couleurs, on se disait, tiens, on va essayer ça, on va essayer ça. Des petits détails, quoi, partir sur... Voilà. Du coup, on est venu après, au moment de l'examen final. Ouais. Donc, la théorie. Ouais. Donc, tout ce qui est mécanique, conception. Donc on a 4 heures de mécanique. Donc, une feuille de papier, 30 pages. Et allez, oh là parti. Là, mon Dieu, mon angoisse. Faire des dessins à la main, calculer les forces, les vitesses. Mon angoisse. Ma vraie angoisse. C'est ce que j'ai vécu. Et... Après, ça peut plaire, hein. C'est mon angoisse à moi. Et du coup, conception pareil, oral, français, c'est bien passé. L'anglais, pareil, très bien passé. Et arrive donc l'examen final, donc 2-3 heures d'oral à présenter notre produit, comment on a fait, quel type de solution on a choisi, pourquoi on n'a pas choisi ça, des questions que certaines fois on pense pas mais qui peuvent être vraiment connes et on peut vraiment se planter pour un tout petit... Pour un détail, quoi. Voilà, un petit détail, et c'est le grain de sable qui foire tout. Ouais, je vois. Et moi derrière, les deux profs ont été
sympa. Enfin, non, c'était un prof sympa et le professionnel super. Ouais. Et le deuxième prof qui était un mécanique, lui m'a bien allumé. Ouais, c'est souvent eux, hein. Non, c'est pas souvent eux. Non, mais parce que moi aussi, j'ai un peu là, des cours comme ça actuellement et ça se passe pas non plus très très bien. Donc. Voilà, mais du coup, en fait, il a retenu qu'une chose. Il m'a dit, je vous félicite pour ce que vous avez fait. Mais moi, en fait, il y a une chose qui me chagrine. Vous pouvez reprendre vos calculs, s'il vous plaît. Et là, badadam. Voilà, donc j'ai repris mes calculs. Il m'a dit, vous pouvez me faire le calcul, s'il vous plaît, au tableau. Oh là là, l'angoisse. Voilà, j'ai fait le calcul au tableau, mais le problème, c'est que je retombais pas sur le même résultat. Il l'a vu, waouh, Oui. Chapeau. Il l'a vu et j'avais beau refaire le calcul, ça passait pas. Par d'autres façons. Et au bout de 15-20 minutes, il me dit, en fait, faut décaler la virgule à droite. Il t'a laissé galérer comme ça, c'est pas gentil. C'était juste ça, c'était la seule question, on va dire, qui m'a pourri ma journée. Mais après, tu as eu ton BTS. Oui. Est-ce que je peux te poser une question avant de poursuivre, mais comment t'as fait pour trouver ton entreprise? Parce que trouver une entreprise en alternance, c'est très difficile, hein, on va pas se mentir. Donc comment tu t'es débrouillé, toi, pour... Alors, donc là où j'étais, c'était à la FPM. Ouais. Donc, je sais plus où c'était. C'est pas grave. Ouais, bref. Et donc, ils ont une liste de contacts. D'accord. Après, on peut chercher par soi-même. Déjà, ils nous disent, cherchez par vous-même les entreprises. C'est déjà mieux que de contacter tout de suite les entreprises qu'on a sur notre liste. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu plusieurs entretiens. Et j'ai eu cet entretien avec donc l'entreprise Cluzel qui donc ont accepté de me prendre en alternance, que je remercie d'ailleurs. Ça a été vraiment 2 ans. Ils sont super bien passés. Très bien passés. C'est très super ça. Hein. Quand t'as une alternance qui se passe bien, souvent. Oui. Je suis surtout tombé dans une entreprise où on est bien. Je pense actuellement, c'est rare. Et puis ça c'est pas faux, même si je suis pas tout le temps dans le monde du travail, bien que je le touche de temps en temps. Mais c'est bien vrai, c'est souvent un petit peu difficile de se sentir bien dans une entreprise. C'est pour ça que beaucoup de gens se lancent en auto-entrepreneur, parce que rien ne vaut qu'être son propre patron. Voilà. C'est vrai, mais faut avoir les moyens, certaines fois. Certaines fois, et puis aussi avoir l'idée, il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il y aura un épisode à ce sujet-là plus tard. Du coup, est-ce que tu estimes qu'il y a beaucoup de débouchés en fait suite au BTS que tu as fait? Oui, il y en avait énormément. Il y en avait? C'est-à-dire qu'il y en a plus? Il y en a toujours. Non, il y en a toujours, mais c'est que ce BTS déjà il n'existe plus. Ouais, c'est bien. Et le problème c'est que c'est très recherché. Une personne qui sait faire la conception, qui sait faire l'usinage en même temps, qui sait tout faire en mécanique, c'est pas donné. Je vois. Et c'est vrai que rien qu'avec un BTS, les salaires, ils étaient vraiment très bien placés. D'accord, ok, donc c'était souvent à l'école, il y avait des offres d'emploi 2000-2500 € net. Avec un BTS? Oui. D'accord, parce que c'est vrai que maintenant avec un BTS, si t'es à 1500 net, c'est au bout du monde. Hein. D'accord. C'est bon, c'est pas 35 heures, c'est 40 heures. Oui, c'est cravaché parce que c'est vrai qu'il faut savoir, l'industrie française, on est très bon, mais que hélas, on favorise du coup plus les domaines autres que industriels et qu'on est en train de perdre un savoir-faire exceptionnel. D'accord. Bon c'est bon à savoir, même si c'est triste. Oui. Donc, je veux bien te croire. Du coup, bien heureux, tu as eu ton BTS. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? J'ai continué de faire des études. Ouais. J'ai fait donc une licence professionnelle. Ouais. En tant que chef de projet automatisme et robotique industrielle. Que des noms adorables. Des noms barbares. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé? En fait, je suis revenu à mon lycée, donc à la Mâche. Ouais. C'était la première année qu'ils ouvraient donc cette formation.
avec la robotique. Et la robotique, en fait, j'avais commencé à toucher à l'IUT. Et c'est vrai que c'était un domaine qui m'avait intéressé. Et actuellement, on lit beaucoup mécanique et robotique. Parce que il y a des tâches qui sont compliquées à faire pour une personne. Faire pendant une journée la même chose. Ouais. La personne, au bout d'un certain temps, accident du travail, maladie professionnelle. Ouais, tendinite, tout ça. Exactement. Donc à certains postes, on préfère mettre un robot qui, lui, il fait le travail et puis il se plaint pas. C'est pas faux. Voilà. Et du coup, donc pareil, en alternance. Ouais. Sauf que ça a été compliqué de trouver une alternance. Jusqu'au jour où en fait j'avais postulé donc dans un groupe automobile qui fabriquait des pièces pour l'automobile, et ils m'ont contacté, donc ils m'ont dit qu'ils voulaient me prendre. Ils m'ont dit par contre ça sera pas pour la France. Et là tu t'es dit oulala. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi, je le sentais. Tu le sentais bien? Et ils m'ont dit c'est pour le Portugal. Donc, ça va. Est-ce que ça vous va ou pas? Et moi, comme j'avais pas trouvé et que je me suis dit, tant qu'à faire une expérience professionnelle et j'étudie en même temps à l'étranger, je me lance. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai accepté. La RH m'a demandé une deuxième fois de répéter. C'est ok. Elle m'a dit vous pouvez répéter s'il vous plaît. Je dis oui, j'accepte. Elle m'a dit vous pouvez passer demain pour faire les papiers. Je dis aucun problème. Donc grosse angoisse de la part de ma mère. Ouais, de partir. Du jour au lendemain, quand je lui dis j'ai trouvé une alternance, super, c'est où? Au Portugal. Ah super. Mais comment ça? Ouais. Voilà. Donc je suis allé faire donc, tous les papiers, donc c'était à Rérieux, dans le groupe GMD. D'accord. Donc c'est fonderie d'aluminium. Donc tout ce qui est carter, moteur, donc tout ce qui est mécanique auto. Ouais. Et je suis allé donc sur un site nouveau qui avait 1 an. Et je suis arrivé là-bas, donc je parlais pas la langue. Ouais, donc déjà de 1, c'est difficile. Voilà. Et heureusement que le directeur était français et parlait donc du coup français. Mais il y avait déjà une barrière de la langue. Ouais. Et on arrive dans un pays, on se dit les gens parlent peut-être pas anglais. Et ça va être peut-être compliqué de s'expliquer, de dire voilà, moi j'aimerais parler à telle personne. Et quand je suis arrivé, c'est vrai que j'ai pas trouvé le directeur tout de suite. Mais j'ai trouvé une personne et il voyait que je regardais à gauche à droite. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Voilà, et il me dit, mais il m'a parlé en portugais. Et là, tu t'es dit, ah là là. Et je lui ai dit, je lui ai répondu en anglais, je parle pas portugais, vous parlez anglais. Et il me dit, non, j'ai compris que c'était non. Et moi derrière je fais mince. Comment on va faire? Voilà, j'ai parlé en français, il m'a fait mais tu parles français? Et en fait c'était un français aussi. Rassurant. C'était un portugais qui était né en France. Ouais. Et du coup qui était revenu au Portugal. Là il y a le programme Regresso en ce moment qui est en train de bien fonctionner, je ne sais pas, mais en tout cas qui a été mis en place au Portugal. Et du coup il m'a dit pourquoi tu m'as pas parlé en français en premier? Ce qui est difficile c'est qu'on te dit souvent l'anglais c'est la langue internationale, si tu veux te faire comprendre parle en anglais. Et du coup voilà, donc je suis arrivé dans cette entreprise immense. Ouais. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de personnes, on était une centaine. Puis, sur une année, j'ai dû développer l'automatisme et la robotique sur toute une ligne d'usinage. Donc, il fallait sortir 800 pièces par équipe. Donc, il y avait 3 équipes pour satisfaire nos clients, donc, qui étaient le groupe PSA. Ah oui, donc pas n'importe quel groupe. Voilà, pas n'importe quel groupe. Et puis, quand ça a été la fin de mon alternance, je me suis occupé aussi de la partie Renault. Ouais. Donc, j'ai eu beaucoup de rôles là-bas. Ouais.
J'ai appris la qualité, l'amélioration continue. Ouais. J'ai développé des choses là-bas. Je suis content. Et j'avais un lien très fort avec le directeur qui avait une confiance énorme en moi. Et je comptais pas mes heures. Je suis arrivé à faire des heures très compliquées. Je suis arrivé à faire 6h, 22h, donc 2 équipes, pendant 2-3 mois, parce qu'on a eu une période assez compliquée. Et c'est vrai que ça m'a forgé. Et quand on s'investit, on a un retour. Ouais. On a un retour et j'ai eu ce retour. Et quand on a ce retour, on se dit, le travail que j'ai fourni, ça a donné quelque chose et ça a fait évoluer les choses. Et on est fiers de soi. Je comprends bien. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur le post-bac, c'est vrai, mais par contre, dans le monde du travail, c'est encore différent. Si on travaille, normalement, on est reconnu pour notre travail quand même. Ouais. Et c'est ça qui fait du bien, c'est ce que tu disais. C'est un soulagement. Et puis, Exactement. tu dis, je travaille pas pour rien, ça, c'est bien. Exactement, puisque en fait, j'ai été amené à faire 3 nuits. Et parce qu'on avait un souci avec l'équipe de nuit. On avait vu qu'on avait une chute de 50% de production. D'accord, donc c'est que qu'il y avait un pépin. Voilà. Et donc, c'est moi qui ai eu l'initiative de dire au directeur, écoutez, moi j'aimerais bien faire quelques nuits pour voir ce qui se passe. Donc il a réfléchi, il m'a dit, je te valide ça, t'y vas, on prévient personne, je veux que tu les surprennes. Et surprise. Voilà, exactement, surprise. C'était vraiment la surprise. Et la première nuit que j'ai fait, ça a été une catastrophe. Donc il y avait bien des raisons. Oui, pourquoi. Niveau sécurité, il n'y en avait pas. Pas de respect des temps de pause. Enfin, c'était... C'est plus light la nuit, quoi, en fait. C'est le chaos. D'accord. C'est le chaos. Je suis arrivé la nuit. J'ai fait un rapport pour la première nuit de 4 pages. Ah oui, ok. Donc. Voilà. Niveau sécurité, quand on voit 2 personnes sur un Fenwick qui est débridé. Ah oui, non, c'est pas une bonne idée. Donc, à Fenwick, c'est un chariot élévateur. Ouais, c'est un chariot élévateur, mais du coup, tout électrique, là. Exactement. Et c'est vrai que quand on arrive et on voit ça, on se dit bon, je vais passer une sale nuit. Allez, bon courage. C'est ça. Et j'ai passé une sale nuit. Parce que j'ai couru après les personnes. Oh voilà là. Voilà. Le spectacle. Exactement, c'était pour moi ça a été un show. J'ai jamais... Enfin, j'en parlais à des personnes, ils me disaient mais toutes les équipes de nuit c'est toujours ça. Mais moi c'était ma première nuit. Donc ça a dû te surprendre. Ça m'a vraiment surpris. Puis dans l'outillage, pour sortir une pièce qui est coincée dans un outil d'injection aluminium, on n'y va pas au marteau et au burin. Et c'est ce qu'ils faisaient, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'ils faisaient en fait. On doit faire chauffer la pièce en premier et après la tirer. Mais eux, ils y allaient au marteau et au burin. Ouais, du coup, oui. Il n'y avait pas respect des règles. Voilà, pas de respect des règles. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient ça, donc je sortais du BTS Aero, j'étais choqué. J'ai été très choqué. Puis on fait ça en France, on se ramasse une claque. Ouais. C'est réel. Ouais, c'est pas on se fait engueuler, c'est l'outilleur va venir et en coller une. Ouais. Parce que c'est des heures et des heures de travail. Voilà, peut-être qu'en fonction des pays, c'est vrai qu'il doit y avoir une vraie différence. En termes de réglementation, on doit être sur la même chose, mais on va dire dans le domaine de l'applicable, différent, quoi. Surtout pour la nuit. Ouais, surtout pour la nuit, parce que c'est vrai qu'il y a moins de personnes qui vont être là pour vérifier. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas les ressources humaines, il y a moins de chefs. Il y avait que 2 chefs. Donc, chef fonderie, chef usinage, c'est light. Et c'est vrai que les chefs, c'est cool Raoul, on va dire. Je vois. Pour rebondir maintenant, parce qu'on parle du coup du Portugal, t'es resté combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi, ça t'a plu quand même? Oui, énormément. Du coup, t'es pas resté vu qu'on est en train de faire ce podcast et que tu es actuellement en France. Non, je suis pas resté. Donc pourquoi t'es reparti? La France me manquait un peu. Ouais.
Le Portugal c'est toujours un très beau pays. J'ai adoré. Ça a été une très grande expérience. Et en fait, j'ai été pris en CDD 6 mois avec l'entreprise où j'étais. Ouais. Et au bout de ces 6 mois, j'ai voulu changer, revenir en France près de ma famille. Et du coup, j'ai bien... Mais t'as eu un CDD de 6 mois, mais t'es resté 1 an et demi. CDD. Oui, j'ai fait donc l'alternance 1 an. Ah oui, il y avait l'alternance, voilà. Et puis en plus, t'as fait les 6 mois. Ok, j'avais perdu le fil du coup. Exactement. Mais oui, j'étais en fait technicien amélioration continue. Ouais. Donc j'animais des réunions qualité. Je faisais des graphiques, combien on sortait de pièces, combien étaient bonnes, combien étaient mauvaises, quels étaient les défauts, faire les graphiques des défauts où ils provenaient, pourquoi. Donc toute cette logique derrière. Mmh. Et c'est vrai que c'est une grosse partie au bureau. Je prenais 30 minutes dans l'atelier pour récupérer toutes les datas. C'était quoi l'intitulé de ton poste en fait ? Technicien d'amélioration continue. Ok, donc c'est bien ça. Okay. Voilà, c'était ça. Et donc ça a été certaines fois à cravacher. Ouais. Puisque pour récupérer des données, un tel les a. Ah non, c'est lui qui les a. Donc à courir à gauche, à droite. Et puis après, il fallait que ça soit prêt pour 10 heures. Donc que 2 heures pour faire les datas et après autres, puisqu'il y a d'autres réunions derrière. Réunions clients. Donc quand on a des clients comme PSA et Renault, ils aiment pas tellement attendre. Ouais. Voilà. Donc il faut savoir courir. Ouais. Et donc faut rester calme. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Les réunions, pareil. C'est des réunions qui pouvaient durer 4-5 heures sans bouger, être assis sur une chaise. Ouais, et toi, t'étais déjà qu'à la base de la base, si on reprend ton parcours, t'aimais plus le côté pratique. C'est vrai que là, on te remettait à... Bon, t'étais dans la pratique, mais t'étais plus du coup sur du travail, dans un bureau. Pas tellement. Pas tellement, comme je devais aller dans l'atelier, récupérer. Ouais. En fait, c'était faire évoluer. Et l'évolution, j'ai énormément aimé. Ça m'a... Je me suis dit, tiens, je connaissais pas ce métier. Technicien d'amélioration continue, on se dit... ouais, c'est quoi ? Ouais, c'est clair. Voilà, et quand c'est vrai, la personne qui m'a formé, elle m'a dit, tiens, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais c'est tout ça déjà. Ouais. C'est la gestion du flux, ça doit passer par là, par là, par là. Oui, mais pourquoi on l'a fait passer par là et pas par là ? Ouais. Peut-être un gain de temps, gain d'argent. Est-ce que ce serait une productivité plus ou moins ? Et en fait, c'est tout à calculer. Ouais, et donc il y a plein d'acteurs, de choses à prendre en compte. Voilà, et en fait, la moindre chose peut affecter tout le travail. Donc il faut pas se louper. Voilà. Donc tu pars du Portugal, tu reviens en France et tu fais quoi du coup ? Et donc j'avais trouvé une entreprise. Ouais. Donc j'ai passé un entretien avec eux donc c'était une entreprise pareil, toujours dans le domaine de l'automobile. Donc il y avait de l'aérospatial et l'aéronautique aussi. Ouais. Et le sport automobile. Sport automobile ? Oui. Du genre... Formule 1. Formule 1, d'accord, ok. Voilà. Et donc j'avais postulé pour le poste de technicien méthode. Ouais. Donc le poste que tu occupes d'ailleurs actuellement. Oui, mais pas dans la même entreprise. Ouais. Et en fait, j'avais une période d'essai de 3 mois. Ouais. Donc durant ces 3 mois, j'avais la formation avec l'ingénieur. Donc pour m'apprendre le métier. Ouais. Puis pour m'apprendre aussi leur fonctionnement, comment ils travaillent eux. Ouais. Parce que c'est pas dans toutes les entreprises, on travaille de la même façon. Chaque entreprise est différente. C'est bien vrai. Et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Le domaine aéronautique et aérospatial, c'est quelque chose d'au-dessus. Ouais. Ça demande énormément de choses, des contraintes, mais c'est excellent à voir. Ok. C'est vraiment... T'as bien plu, quoi. Oui, ça m'a bien plu. Et en fait, au bout de 3 mois, donc, j'ai été pris. Ouais. Et en fait, ma formation avec l'ingénieur a été arrêtée, puis j'ai été dans l'atelier.
Et là, Vladadam, débrouille-toi. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais dégoûté. Ouais. Donc, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Puis, 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc les vacances d'été sont passées. Ouais. Puis, septembre arrive et j'en avais marre d'aller au travail. Ouais. Franchement, se lever, faire un travail qu'on n'aime pas, Ouais. ça sert à rien. On est bien d'accord. Puis il y a eu une réunion avec la DRH et je lui ai dit que je me sentais plus bien. Donc DRH, directeur des ressources humaines. Voilà. Et donc je lui ai exprimé mon mécontentement et je lui ai dit mais est-ce que j'aurai le poste ou pas? Donc elle tournait autour du pot et pour au final je l'ai tanné pour avoir ma réponse. Ouais. Et elle m'a dit, en fait, non. Ouais. Vous n'aurez pas le poste, mais on aimerait plutôt que vous restiez en atelier. Et en fait, ce qu'ils voulaient dans le futur, c'était que je fasse le bureau et l'atelier en même temps. Ouais. Donc, en fait, 2 travails en même temps. Ouais, à moindre coût. Exactement. D'accord. Ne jamais se faire avoir par les entreprises, c'est très important, règle numéro 1. Et donc, je dis, moi, je vais arrêter. Ouais. Je vais arrêter. Donc, on a convenu d'une rupture conventionnelle. C'est une des meilleures méthodes, en tout cas quand on veut rompre un contrat. Hein. Voilà. Mieux que le licenciement. Ouais. Voilà. C'était... Donc j'avais ce choix-là, le licenciement ou la rupture conventionnelle. Ouais. J'ai préféré la rupture conventionnelle qui, apporte certains avantages en plus. Hein. Il y a c'est mieux. Oui, plus que le licenciement. Il faut mettre une cause. Ouais. Et cette cause, peut suivre tout le long d'une carrière. Et ça, après, c'est difficile de retrouver un travail des fois juste à cause de ça. Juste, ça dépend ce que vous avez fait, mais pour le coup, tu vois, tu n'avais rien fait de grave. Voilà. Donc, voilà. Puis, en fait, il faut savoir que les entreprises se contactent entre elles. Ouais. C'est pour savoir, tiens, t'avais telle personne, il est comment? Ouais. Et on ne sait pas ce qu'ils disent derrière. C'est sûr. Et ça peut porter à préjudice, comme... oui et non, enfin, on ne sait pas. Oui, de toute façon, il faut mieux mettre toutes les cartes de son côté et éviter d'avoir des problèmes plus tard. Exactement. Et du coup, donc je suis resté 1 mois en vacances, on va dire, j'ai dû prendre des congés. Et pendant ce mois-là, donc j'ai cherché une autre entreprise. Ouais. Et donc j'ai eu un entretien juste en face de chez eux. Ah oui, donc chez le concurrent direct. Ouais, mais bon, c'était plus pour l'automobile, ni le sport automobile. Donc je partais carrément de la mécanique et ça a été donc du coup pour le domaine du luminaire. Donc dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Exactement. Et c'est vrai que passer de l'automobile au secteur du luminaire, c'est totalement différent. Ouais, c'est un grand écart. Oui, c'est un très gros écart. Pour le coup... Quand je suis arrivé, donc l'entretien s'est très bien passé avec le directeur. Et donc, je suis dans le bureau des méthodes. Donc, et c'est vrai que faut que je reprenne un métier. Ouais. Du coup. C'est challengeant, n'empêche, de réapprendre, non? Enfin, je pense, j'imagine. C'est intéressant. Ouais. C'est très intéressant. De toute façon, il faut toujours apprendre ce qu'on a. C'est une expérience à prendre. C'est sûr. Je vais pas regretter ce que j'ai fait. L'entreprise où j'ai été, je dirais pas le nom, mais je regrette pas. C'est une expérience, ça m'a forgé. Je me ferai pas avoir la prochaine fois. Ouais. Et il faut toujours continuer à avancer. Il faut pas voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Je ne sais jamais. Faut pas se dire j'ai merdé là ou j'ai merdé là. Non, faut avancer. Faut avancer et se dire je vais trouver. Ouais. Et on trouve toujours. Et du coup, le domaine du luminaire est différent. Les clients, je les connaissais pas du tout, donc j'ai appris à les connaître. Et c'est vrai que là où je suis actuellement, si on doit comparer, c'est équivalent. C'est équivalent puisqu'on travaille pour le domaine donc en luminaire du luxe. Donc il y a des produits qui sont hors de prix. Ouais.
Donc des lustres, 2-3 000 euros. Ouais, ce qu'on n'a pas dans son salon normalement, Voilà. Si on va dire, on a un foyer moyen français. Voilà, des lampadaires à 1 200 euros. Ouais. Et c'est des exigences. Voilà, faut pas qu'il y ait un défaut. Ouais. Ce qui est normal. À ce prix-là, ouais. Voilà, en fait, les personnes payent un produit. Pour eux, il faut que ça soit parfait. Ouais. Et quand c'est de l'artisanat, c'est très compliqué. C'est sûr. Et c'est ce que je peux voir tous les jours. Tous les jours, donc j'ai des problèmes de qualité. Donc je dois aller voir pourquoi, comment ça s'est fait, discuter avec la personne, améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se reproduise pas, pas faire la même erreur. Et quand on arrive dans une entreprise, il n'y a pas un suivi. C'est vrai qu'il faut en mettre en place. Et moi, comme je suis sorti d'un gros groupe et je passe à des structures plus petites, où du milliard de chiffre d'affaires, on passe au million, ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien, ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que il n'y a pas les mêmes moyens, on voit qu'il n'y a pas les mêmes moyens, et on va faire avec ce qu'on a, et on y arrive. Ouais. Et on y arrive, et c'est vrai que moi je vois avec ce que j'ai fait au Portugal, je mets en place les mêmes systèmes, et ça commence à évoluer, je pense. Après, il faut s'adapter aux personnes, parce qu'on voit une nouvelle personne arriver. C'est qui? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, c'est ça. On ne connaît pas, on a des doutes, on appréhende. Exactement. Et généralement, on est jeune. Plus on est jeune et plus on est décrédibilisé parce que du coup, on est jeune et qu'on ne sait rien et qu'on n'a pas l'expérience et que ainsi de suite. Mais bon. C'est ça. Et... c'est un grand sujet, ça. D'ailleurs, je vais le noter. Il faut savoir, en fait, s'adapter aux personnes. C'est ce que l'adaptabilité, ça serait ton conseil de la fin? Si j'allais te poser le conseil, mais j'ai l'impression que tu es en train de me le lancer. Non, c'est pas le conseil que j'ai. Le conseil que j'ai, c'est tout simplement, il faut faire un métier qu'on aime, qu'on se sente bien. C'est vraiment, pour moi, la chose qui est importante. On dit toujours, oui, il faut gagner temps. Je dirais oui et non. Si on gagne temps et qu'on se plaît pas dans notre métier, ça sert à rien de rester. C'est sûr. C'est vraiment, faut trouver un métier qui nous plaît, qui nous donne envie d'y aller. Et là, quand on arrive à ce point-là, c'est qu'on a vraiment gagné. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Tu nous as ce long podcast, tu es le plus long que j'ai fait là. Donc voilà. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Guillaume de nous avoir partagé ses expériences et de nous avoir raconté son harcèlement au collège. Il faut savoir que le harcèlement, c'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Si vous pensez être victime d'harcèlement, n'hésitez pas à en parler. Un numéro vert est disponible, le 3020. Je vous mettrai des éléments dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous documenter sur ce sujet et que l'on puisse tous ensemble dire non au harcèlement. Je tiens à vous remercier tout particulièrement si vous êtes arrivés au bout de ce long épisode, en espérant que cette expérience enrichisse votre vie et vous aide à ouvrir le champ des possibles. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram et laisser des commentaires et un maximum de pouces vers le haut. À lundi pour un nouvel épisode.